Bonsoir chers fidèles téléspectateurs d'Alafia TV. Vous êtes en train de suivre votre émission politique Alafia Hebdo, c'est un numéro spécial qui est consacré à cette actualité, notamment celle liée à la négociation avec l'éventuelle négociation avec les groupes armés terroristes, annonce faite à travers les zones de RFI. Le ministre malien des Affaires religieuses et du culte l'a annoncé, il faut bien le préciser, que c'est une demande populaire issue des conclusions du dialogue national inclusif tenu en décembre 2020. Alors, nous avons sur ce plateau, pour essayer d'analyser, décrypter ensemble cette actualité, nous avons Massiré Diop. Massiré Diop est journaliste. Massiré, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Nous avons également sur ce plateau Al-Haji Nyan, qui est le directeur de KITV. Merci Al-Haji. Merci à vous aussi. Voilà. Nous avons également sur ce plateau Mahmoud Ould Abdraman, qui est le vice-président du collectif des jeunes arabes pour le développement. Merci beaucoup Mahmoud d'avoir accepté cette invitation d'Alafia TV. C'est à moi également de vous remercier. Merci. Alors, on va commencer avec ce débat, à se poser d'abord cette première question qui est négocier avec les groupes armés terroristes une opportunité ou une menace pour l'État malien. Massiré Diop, est-ce que c'est une opportunité pour l'État malien d'aller vers ces négociations-là de façon officielle? Bon, vous savez, la question est, moi je dirais, fermée. La question est fermée parce que jusqu'ici, on ne peut pas nier le fait qu'il n'y a jamais eu de négociation. Et est-ce que c'est pour autant l'État a été ébranlé ou bien n'a pas été ébranlé? Il y a eu des tentatives, il y a eu des négociations qui ont abouti ou pas. En tout cas, ça dépend de ce que l'on cherche à travers ces négociations. Mais maintenant, peut-être qu'on veut aller plus loin. On veut augmenter un peu le niveau pour donner... parce que ce qu'il fallait dire, c'était des couloirs un peu, on dirait, souterrains. C'était des négociations, soit pour faire libérer des otages ou bien lever un embargo sur des localités. Mais là, je veux savoir exactement ces négociations qu'on porte à l'échelle nationale, où est-ce qu'elles vont nous conduire? Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est la question que beaucoup se posent. Alors, Radignan, pour vous, ce serait une menace pour l'État malien ou c'est au contraire une opportunité, une aubaine pour l'État malien? Non, moi, je pense que c'est une opportunité et je crois que l'État malien est en retard parce qu'il y a un adage même populaire qui dit qu'on ne négocie pas avec les terroristes. Mais moi, je pense que c'est un vieil adage, mais ce n'est pas une vieille vérité, parce qu'on a vu partout, même les sociétés les plus puissantes, les pays les plus puissants au monde, sont en train de négocier avec les terroristes, encore moins nous, des États comme ça. Moi, je pense qu'aujourd'hui, comme l'a dit d'ailleurs le ministre, c'est une volonté populaire qui est là, mais une réalité qui est là. C'est-à-dire que nous ne pourrons pas faire face à ces gens, surtout le système aujourd'hui du djihadisme qui passe chez nous. Aujourd'hui, nous remarquons quand même que c'est des gens pratiquement mélangés avec les populations. Donc c'est difficile, même si on a la sécurité d'État la plus forte, ça va être très difficile pour nous aujourd'hui de faire face à cette guerre. Donc la meilleure façon, je pense que les armes, on devrait les utiliser à la dernière minute, mais c'est de négocier, de continuer à négocier. Et je suis sûr que c'est la voie peut-être qui peut nous mener vers la fin de cette crise, quoi. Ok. Vous pensez que les négociations avec le groupe armé terroriste vont nous conduire à une paix durable? Ok, je vous remercie. Et avant tout, d'abord, moi je vais essayer d'aller un peu en arrière. C'est-à-dire depuis 2013, je crois que le gouvernement a toujours affiché une volonté. Raison pour laquelle même je crois qu'il y avait un ministère spécifiquement qui a été fait pour maintenant, c'est-à-dire les questions religieuses et cultes. Et je crois que quand on parle vraiment de négocier aujourd'hui, quand on parle de dialogue, le dialogue est toujours la bienvenue en fait. Parce que pour mettre fin à une crise, il faut toujours un dialogue. Dialoguer pourquoi?
Parce que l'arme ne résout jamais un problème. Il faut toujours se parler. Vous n'êtes pas sans savoir également que ces problèmes que pose le gouvernement et ces groupes maintenant qui se disent que certains appellent terroristes, que certains appellent djihadistes, la plupart en fait c'est le fils de ce pays-là. Et pourquoi ils ont pris ces armements? C'est parce qu'il y a un problème. Et si maintenant on essaie d'instaurer un dialogue, c'est pour trouver maintenant la problématique qui se pose réellement dans cet état de lieu. Et je crois que si aujourd'hui l'État se voit vraiment dans une logique de négocier, je crois qu'il faudrait que l'État négocie, mais avec également des bases très très solides et bien fondées. Parce qu'il ne faut pas négocier pour négocier aussi. Quelle devrait être la base de ces négociations? Je crois qu'aujourd'hui, la base fondamentale, c'est que l'État doit avoir, c'est-à-dire des mécanismes très pragmatiques, très solides. C'est-à-dire si le mécanisme même de faire ces négociations-là doit être vraiment très bien analysé, très bien détaillé, avec sur de bases également bien fondées. À quoi est-ce qu'elles doivent ressembler, quoi? Bon, le ressemblance de ces bases, ça dépend de la politique de l'État en fait. C'est à l'État maintenant de vous, en tant que collectif des jeunes arabes, qu'est-ce que vous proposez à l'État malien? Nous, ce que nous proposons aujourd'hui à l'État, c'est vraiment de parler un langage franc, avec vraiment tout groupement qui veut vraiment dialoguer, de parler, c'est-à-dire d'utiliser vraiment un échange qui va aboutir à une solution définitive. Ne pas utiliser seulement, c'est-à-dire de débats stériles en fait. Il faut vraiment utiliser les vrais débats. Alors, Massiré Diop, concrètement, quels devraient être les outils que l'État malien doit en tout cas avoir aujourd'hui pour aller vers ces négociations-là? Bon, vous savez, excusez-moi, je l'ai rappelé ici tantôt, c'est-à-dire que les négociations ne sont pas en soi une nouvelle méthode, que ça a toujours été utilisé. On se souvient des épisodes de 2003 avec quelques otages occidentaux qui étaient détenus par un chef du GSPC, en l'occurrence El Parak, et c'est des Maliens qui sont partis négocier. Et il y a eu aussi d'autres épisodes de négociations, jusqu'à tout récemment avec la Colombienne. Avant ça, il y a eu Feu Soumaïla et d'autres, et peut-être aussi des otages locaux. Donc, c'est-à-dire que les négociations, en soi, ce n'est pas une nouvelle chose, ce n'est pas une nouvelle trouvaille. Maintenant, l'idéal serait quoi? C'est qu'on nous explique de façon claire et franche ce qui est recherché. Parce que jusqu'ici, les négociations, comme je l'ai dit tantôt, c'était pour des objectifs bien déterminés, bien spécifiques. C'est-à-dire, soit libérer des otages, soit lever plutôt l'embargo imposé dans des localités. Tout ça, il y en a eu. Il y a eu aussi un peu plus loin, on a aussi essayé de pousser un peu les bouchons un peu plus loin avec des accords locaux, signés parfois sous l'égide même des représentants de l'État. Donc il y a toujours eu des négociations. Maintenant, c'est peut-être un nouveau chapitre. Il faudrait qu'on nous dise ce qui est recherché. Parce que c'est ça, justement, qui va déterminer la suite de ce processus-là. Pour que l'État soit gagnant, par exemple, Ça, vous savez, dans les négociations, il y a beaucoup de formules. Tous les États du monde négocient. Tous les États du monde négocient. Vous avez vu l'Afghanistan avec le retour des talibans. C'était sur la base de négociations. Tous les États négocient, en fait. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, ça dépend de ce qu'on recherche réellement. Qu'est-ce que nous cherchons à travers ces négociations? Il y a eu des paiements de rançon parfois, il y a eu des libérations, il y a eu beaucoup de choses. Maintenant, il faut qu'on essaye de nous dire au juste, voilà ce que nous cherchons et voilà comment nous comptons faire pour l'obtenir. Et voilà les moyens que nous comptons utiliser. Mais jusqu'à présent, il y a encore un flou autour de tout cela. Est-ce que vous comprenez? On a présenté ces négociations comme étant une nouvelle chose, mais nous, on attend de voir la suite pour réellement avoir les idées plus claires.
Alors, jusqu'où l'État devrait aller et jusqu'où il ne devrait pas aller avec les groupes armés terroristes, selon vous, quoi? Bon, moi, selon moi, et puis parce que moi je pense que ce que l'État doit dégager, c'est la confiance d'abord. Tu sais, la base de toute une négociation, c'est la confiance. Parce que si pendant longtemps nos autorités ne dégageaient pas en réalité cette confiance-là autour d'elles-mêmes, et ce qui rendait les négociations difficiles, voire impossibles. Mais là où l'État doit aller et là où l'État ne doit pas aller, moi je pense que l'État doit aller en tout cas jusqu'au niveau de la souveraineté de notre pays quand même, de ne pas franchir ça. Mais moi je pense que, comme on le dit, un mauvais procès, un truc arrangé mieux vaut un mauvais procès, etc. Moi je pense qu'aujourd'hui l'État sait, parce que pendant 7 ans, voire 8 ans, on est en train de vivre autour de ça, de cette crise-là. La meilleure formule aujourd'hui, on a vu, comme disait mon cher Massiré, par rapport aux formes de négociation, je crois que si l'État accepte réellement d'aller vers ce dialogue, mais que ce dialogue soit franc, mais notre seul objectif, c'est quoi? C'est de retrouver vraiment la sécurité au niveau de notre territoire, c'est de retrouver cette paix, cette façon de vivre contre ensemble. Contre quoi? C'est ce que je veux dire, quoi? Contre quoi, par exemple? Non, contre quoi? C'est contre la paix seulement, il n'y aura pas autre chose. On est obligé à un certain niveau de laisser, peut-être que les groupes armés qui sont là-bas ont des revendications, mais on ne va pas quand même douter de la laïcité du pays, on ne va pas négocier sur ça, on ne va pas négocier sur la souveraineté du pays. Je pense qu'au-delà de ça, s'il faut même payer de l'argent, faire des rançons pour libérer, et en tout cas notre pays, que notre pays retrouve cette paix, pourquoi pas? Parce qu'on a vu des pays les plus puissants du monde ont donné des rations pour mettre fin à une crise. Mais pourquoi pas nous aussi, notre État ne peut pas aller à ce niveau-là? Mais pas quand même aller négocier jusqu'à négocier en tout cas la souveraineté de notre pays. Au-delà de ça, je pense que nous pouvons arriver à une paix et c'est possible avec ces hommes. Alors, Mahmoud Ould-Abdrahmane, est-ce que pour vous, par exemple, on peut accepter que le Mali devienne une république islamique? La question, en fait, elle est importante, mais je crois que nous ne sommes pas à ce stade. Je crois que la République du Mali, c'est une république souveraine, avant toute chose. Et puis, aujourd'hui, si l'État essaie vraiment de mettre vraiment sur la table une négociation, et c'est sous l'égide également du Haut Conseil islamique, je crois bien que c'est eux-mêmes qui doivent vraiment faire le démarche afin d'aboutir maintenant aux négociations. Je crois que comme mes co-débatteurs l'ont dit, c'est-à-dire il faut que l'État éclaircisse réellement, c'est-à-dire cette méthode-là, ces stratégies-là qu'ils vont utiliser pour maintenant mettre en place ces différentes négociations. C'est ce qui est important. Sinon, négocier, on a toujours négocié. Oui, et ça c'est sur la forme, on est d'accord qu'il faut voir la forme, voilà. Tout ça. Mais sur le fond, est-ce qu'on est prêt à accepter que notre Mali que nous avons connu il y a longtemps, notre Mali-Bas, entre guillemets, devienne une république islamique? C'est la question, quoi, sur le fond. Merci. Et avant de répondre à votre question, moi je crois que déjà même, c'est-à-dire les groupes, voilà, c'est que c'est des djihadistes, à un moment donné, avaient affiché même une volonté d'accepter les dialogues, de négocier même avec l'État malien. Voyez-vous. Donc maintenant, si l'État se voit vraiment dans une logique et que vraiment toutes les conditions maintenant émises par ce groupe sont vraiment dans l'intérêt de l'État à négocier, pourquoi ne pas négocier? Mais si l'État voit que ses intérêts maintenant vont à l'encontre maintenant de la souveraineté de l'État, moi je crois que c'est à l'État maintenant de prendre ses responsabilités. D'où cet adage, excusez-moi, qui dit si l'État est fort, il nous écrase. Et si l'État est faible, nous périssons. Et moi je crois que nous ne sommes pas dans cette position où nous sommes vraiment à ce stade de faiblesse là, où nous allons périr. Je crois que l'État doit être un État fort et qui doit prendre des responsabilités aussi fortes. Okay. Alors, Massiré Diop, je reviens par rapport maintenant au prisme religieux. On voit que c'est le Haut Conseil islamique
qui est engagé dans le processus. Est-ce qu'il y a des spécialistes derrière? Est-ce qu'il y a des experts? Est-ce qu'il y a des acteurs de la société civile? Est-ce que ce prisme-là n'est pas dangereux pour le Mali? Excusez-moi. J'avoue que c'est... Excusez. C'est-à-dire que c'est une décision un peu difficile à prendre. Et surtout, c'est une décision qui a beaucoup d'implications et beaucoup de ramifications. Vous savez, c'est bon d'avoir peut-être impliqué le Haut Conseil. Mais moi, je pense que il y a eu déjà des précédents et parfois ça s'est très mal passé. C'est pour cela que certains préconiseraient surtout le choix, en tout cas porteraient leur choix sur un organe plutôt beaucoup plus indépendant pour mener ces discussions-là. Parce que enfermer tout de suite cela dans le carcan religieux, alors qu'on ne sait pas au fond si c'est véritablement ça le problème ou bien d'autres, parce que c'est vrai que ce qu'ils affichent, c'est de dire que nous, on veut qu'on impose la charia, on veut que les femmes se voilent, on veut que les hommes désormais portent, je sais pas, la barbe ou bien les pantalons et ainsi de suite, les pantalons coupés et autres. Bon, est-ce que c'est ça réellement le but de... Voilà, voilà, la véritable motivation qui sous-tend un peu leur combat? Est-ce qu'il y a derrière, il n'y a pas beaucoup plus fort que cela? Alors qu'aujourd'hui, il faut qu'on se le dise, hein, ça c'est une vérité absolue, c'est-à-dire qu'on ne peut pas considérer ces groupes qui agissent comme étant des groupes très autonomes, parce qu'on les a vus, ils revendiquent tout le temps leurs actions au nom d'une organisation, et ils sont sous couvert d'une organisation. Est-ce qu'aujourd'hui ils sont prêts à abandonner carrément, tourner le dos à ces organisations? Parce qu'on sait que derrière aussi, ces organisations doivent aussi mettre le paquet pour ne pas perdre ces éléments-là. Est-ce que aujourd'hui, ces gens sont prêts à tourner le dos à ces organisations, étant donné que ce n'est pas la première fois qu'on négocie avec eux, étant donné que ce n'est pas aussi la dernière fois, peut-être que ce n'est pas aussi la première fois qu'on les appelle à rejoindre la République, à venir parler? Vous vous souvenez quand même qu'Iyad a participé aux négociations de Ouagadougou en 2012-2013. Il avait participé. Et Ansardine, en ce moment, n'était pas affiché comme étant un groupe terroriste. Donc, il y a des canaux qui sont là. Moi, je pense qu'il faut les utiliser. Maintenant, est-ce que le Haut Conseil est plus indiqué pour mener cette mission? Maintenant, toute la question se résume autour de... Est-ce qu'en déjà mettant le Haut Conseil devant une telle situation, on n'est pas en fait en train de fermer un peu les négociations? Et si derrière, il y a d'autres qui ont des revendications beaucoup plus poussées que le côté religieux? Parce que, souvenez-vous, ces gens, comme je l'ai dit, répondent aujourd'hui au nom des organisations. Et quand ils posent des actes, très souvent, dans leurs revendications, ils ne cessent de rappeler que c'est au nom d'une organisation qu'ils agissent. Donc peut-être qu'il faut pousser beaucoup plus loin le bouchon, essayer d'impliquer les grands intellectuels, les grands imams, peut-être d'autres confessions religieuses qui sont là. En tout cas, ne pas refermer cela dans un angle quand même sous le prisme religieux, comme vous l'avez si bien dit. Vous avez parlé d'un aspect important qui est la confiance. Alors aujourd'hui, on sait qu'au niveau local, les populations n'ont plus cette confiance-là en l'État. Le fait que l'État les a abandonnés sur les questions de justice, sur les questions de gouvernance. Est-ce que ce levier-là ne semble pas être oublié au profit justement d'aller négocier avec les leaders des groupes armés terroristes qui souvent n'ont pas une forte mainmise sur les groupuscules au niveau local? Justement, c'est ça que je disais. C'est là où il y a le danger. Et quand j'ai suivi sur les médias internationaux par rapport à la négociation, c'était bien. Mais aujourd'hui, c'est la formule encore, elle disait, parce que moi, je ne pense pas que le ministère, en fait, le ministère des Affaires religieuses et des cultes soit, en tout cas, l'interlocuteur de ces groupes. Je crois que si l'État fait ça aussi, c'est de commettre encore une autre grosse erreur. Parce que la crise, elle est multidimensionnelle et par rapport à ce qui se passe un peu au niveau du centre, voire au nord, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de conflits liés qui ne sont pas forcément
est simplement religieux. Hein. Le conflit, il y a beaucoup de facteurs. Il y a la pauvreté, il y a le fait que l'État a abandonné les gens. La plupart aujourd'hui des jeunes qui sont là-bas, qui se disent, en tout cas qu'on appelle djihadistes, etc., ce sont des Maliens, des jeunes qui sont là parce qu'il n'y a pas l'État, il n'y a pas l'école, il n'y a rien. Finalement, là, ils se sont donnés à ça. Mais et si aujourd'hui, ils sont dans des conditions, vous pensez qu'ils vont faire ça? Non, d'où la raison, je dis, cette confiance-là, elle est importante et que je ne pense pas qu'ils sont en train de déplacer le contexte. Le risque, ce n'est pas aussi de légitimer même leur combat quelque part. Bien sûr, sur le plan religieux. Moi, je ne pense pas que... Ça, c'est quand je dis l'État, c'est qu'on devrait avoir une structure. C'est l'État, mais moi, je pense, quand je dis l'État ici, c'est le président, c'est la primature. C'est-à-dire que c'est eux qui doivent mettre en place cette commission pour dialoguer. Parce que ces jeunes-là, ils ne sont pas là seulement pour dire que nous, on veut des barbes, etc. Ce n'est pas leur objectif. Parce que les autres, ils ont des forces, comme disait Massiré un peu, ils réclament au niveau international. Ça, c'est un peu leur cadre. Mais la base, en réalité, là, c'est juste parce qu'on leur paye par mois ou on donne quelque chose qui fait ça. Donc, moi, je pense que dans cette confiance-là, la première erreur, c'est d'amener ce ministère-là pour dire on va aller négocier avec ces gens-là. Ils ne vont même pas se comprendre. Je crois que si l'État veut vraiment aller loin, c'est de mettre en place une commission. Je crois que ça doit être au niveau de la présidence, même pas primature. Et si on veut vraiment un dialogue franc, parce que le facteur, il y a plusieurs facteurs, et parmi ces facteurs-là, le premier facteur, là, ce n'est même pas une question de religion. C'est pour cela, quand vous demandez est-ce qu'on veut qu'un État islamique, le Mali n'est même pas arrivé à cet État islamique. Mais aujourd'hui, c'est quoi? C'est qu'on trouve des solutions. Ce n'est pas seulement le nord ou le centre. Hein. C'est même aussi dans... Moi, je suis de Caille, je suis de la région, mais je sais comment en tout cas, les populations sont abandonnées par l'État. C'est ça qui pousse beaucoup de personnes aujourd'hui à être beaucoup plus radicalisées par rapport à ça. Donc, cette confiance-là, je pense que si l'État met le ministère comme premier négociateur, okay. Alors, Mahmoud Ould-Abdrahmane, est-ce que vous pensez, quelle serait la stratégie pour vous de renouer le dialogue avec les populations, de gagner la confiance des populations locales? Comment est-ce que cela devrait se décliner? Bon, la première stratégie d'abord que l'État doit mettre en place, c'est que l'État doit vraiment revoir sa politique, sa feuille en fait de route. Comment maintenant aider ces populations-là, ces vulnérables populations-là qui sont vraiment laissées à la merci vraiment de tout. Si vous voyez qu'aujourd'hui ces populations sont la proie facile, c'est parce qu'effectivement, quelque part, l'État a failli. Aujourd'hui, si j'entends l'État, je vais un peu sortir du cadre. Si je vois l'État en train de négocier, c'est-à-dire de mercenaires, bon, on parle de 6 milliards et quelques. Mais cet argent-là que vous allez utiliser pour amener ce gens-là, pour leur donner des armes, lutter encore. Mais ces 6 milliards-là sont utilisés réellement dans le développement. Croyez-vous? Vous ne croyez pas que ça allait un peu alléger la situation? Parce qu'il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui se sont mis vraiment dans le djihadisme, dans le radicalisme. C'est parce que tout simplement, quelque part, on a faim. Il n'y a rien à manger, il n'y a rien à faire. Voyez-vous? Donc, le monsieur qui me donne 150 000 francs par mois pour juste tuer quelqu'un ou pour juste faire vraiment une tragédie, mais je suis prêt à le faire parce que je mange dans ça en fait. C'est devenir en fait leur substance ou leur nourriture quotidienne en fait. Donc raison pour laquelle... de subsistance, ouais. Voilà, c'est ça. Alors, Massiré Diop, je vais revenir sur le modèle d'État que nous voulons aujourd'hui. C'est vrai que peut-être ce n'est pas le fond du problème, mais aujourd'hui, je pense que dans les négociations qui vont certainement avoir lieu ou qui sont déjà en cours, peut-être que ça se discute déjà. Vous, de quoi aurez-vous peur? Là, je pense que est-ce qu'on n'a pas vu pire? Parce que dans l'état où nous sommes quand même, il faut se dire certaines vérités, quoi. Est-ce que vous savez? Maintenant, je pense que on a eu peur ou bien la psychose de certains mots avant. Quand on dit fédéralisme, tout le monde s'élève. Quand on dit autonomie,
les gens réagissent. Quand on dit aujourd'hui indépendance, là c'est encore la goutte d'eau qui va faire déborder le vase. Mais aujourd'hui, il faut que les gens discutent réellement de quel modèle d'État ils veulent. C'est-à-dire que c'est tout ça qui détermine aujourd'hui l'avenir même de ce pays. Il ne faut pas avoir peur des mots. Il ne faut pas avoir peur des expressions. C'est-à-dire que ça a été utilisé ailleurs. Asseyons-nous pour voir quelle est la forme d'État que nous voulons réellement. Aujourd'hui, on ne peut plus vivre comme dans les années 60 où, par exemple, on avait un État central et voilà, on avait un État central, un État qu'on appelait un État jacobin et les autres ne sont que des petits gouverneurs qui viennent rendre compte et autres. Non, aujourd'hui, on n'est plus dans ça. Les populations aujourd'hui veulent être réellement impliquées dans la gestion de leur terroir. C'est ça, ce besoin-là aujourd'hui qui existe. Et ça, tant qu'on n'aura pas réglé ce problème, c'est-à-dire de s'asseoir et de discuter réellement, de poser toutes les options sur la table et d'en discuter. Mais tant qu'on continue à se réfugier derrière des colmatages pour dire que non, nous sommes la plus grande démocratie au monde, non, notre démocratie elle est intouchable, non, notre constitution ne doit pas être révisée, non, non, ainsi de suite. Il n'y a rien qui doit être tabou. Et moi, je pense que c'est la seule solution par laquelle nous devrons passer aujourd'hui. Cela ne signifie pas forcément le départ des agents de l'État. Au contraire, non, au contraire, mais ces populations qui sont là-bas, elles ne demandent qu'un État beaucoup plus présent, un État beaucoup plus fort et un État beaucoup plus compréhensible, sensible surtout par rapport à ce qu'elles veulent. Parce que vous êtes là-bas, vous allez gouverner, mais vous allez gouverner qui? Et au nom de quoi? Aujourd'hui, il faut qu'on arrête un peu de se dire que, vous savez, les Africains ils aiment trop ce titre, quoi, les chefs de l'État, les chefs de... Il faut qu'on arrive à se dire que nous sommes des serviteurs de l'État. Moi, je pense que tant qu'on n'arrivera pas à ça, c'est inutile de se dire que nous allons évoluer. Il faut pas avoir peur des mots. Il faut que n'importe quel gouverneur aujourd'hui se dise que je suis là pour la population et j'implique la population dans la gestion quotidienne de ce que je fais. Il faut que l'État aussi central puisse dire que les populations ont leur mot à dire. Pas celles qui sont à Bamako, qui sont souvent loin de la réalité, mais les populations de l'intérieur. Parce que ce qu'elles vivent aujourd'hui, c'est un drame. Hein? C'est un drame. Aujourd'hui, il faut se dire la réalité qui assure la sécurité sur place. Qui leur vient en aide? Aujourd'hui, beaucoup de villages, aujourd'hui, que ce soit au centre ou au nord, sont des villages fantômes. Il n'y a personne. Et les gens, parfois, on dirait qu'on les incite même à quitter leur village. On leur dit que si vous voulez manger, allez-y dans les grandes villes. Si vous restez ici, vous allez mourir de famine. Donc, il faut qu'on soit aujourd'hui beaucoup plus responsable. Il faut pas qu'on ait peur des mots. Il faut qu'on implique beaucoup plus la population à la gestion de ce pays. Ok. Alors, Génial, est-ce que vous pensez aujourd'hui que l'État puisse déléguer plus de responsabilités aux communautés locales, de pouvoir prendre en charge la gestion de leur terroir? Est-ce que cela est un enjeu fondamental? Est-ce que vous avez vraiment peur que les communautés aient davantage ce pouvoir-là au-delà de ce qui est considéré comme une autonomisation, une autonomie de certaines zones afin de leur permettre d'assurer leur sécurité, d'assurer certaines conditions, en tout cas d'améliorer leurs conditions de vie? Mais tout le problème, M. Maïga, c'est à ce niveau. Vous savez, ce qui a même poussé les populations aujourd'hui à demander peut-être fédéralisme, c'est un peu dû à ça. Moi, j'ai l'habitude de dire que peut-être cette forme-là, de l'autre côté, comment ça s'appelle, au nord, c'était de prendre un peu les armes. Mais j'ai dit, les Kaïsiens, est-ce qu'ils n'ont pas pris les armes avant ces gens-là? Que peut-être nous, nos armes, c'était de quitter le pays. Aujourd'hui, quand vous prenez la diaspora malienne, 90 ou 19% sont des Kaïsiens. Vous pensez que c'est facile pour nous de quitter notre pays pour aller chercher l'Eldorado? Et sans te couper, il y a les conditions aussi de départ. La mer, le désert, oui. Tout. Moi, j'ai participé à un forum où on parle de dire que oui, des conditions, c'est pas possible, la mer, vous allez mourir. J'ai dit, nous, on est déjà morts ici. Donc, oui, c'est ça la réalité. Et c'est pour vous dire simplement que tout notre problème, c'est à ce niveau. Parce que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est
si on est jusque là, et ça je le dis Zassim, c'est la décentralisation qui a échoué. En réalité, cette décentralisation a échoué. Après, ils ont parlé d'un autre mot, décentralisation poussée. On n'a même pas fini avec la première décentralisation qui a échoué. On parle de poussée. Ça quand on en parle. Qu'est-ce qui a échoué dans la décentralisation? Parce qu'on n'a pas délégué les pouvoirs. C'est-à-dire qu'on a dit oui, on va laisser maintenant les maires gérer, on va laisser. Oui, il y a eu la création des collectivités territoriales. Exactement. Ouais, mais ces collectivités n'ont pas de pouvoir. Vous allez prendre le maire à un certain niveau, il est limité. Le président du conseil régional, c'était fait sous forme de fédéralisme. Parce que le président, comme écrit par la décentralisation, c'est que le président du conseil régional est pratiquement le président d'une région. Mais ce président-là, il n'a aucun pouvoir. Il y a le gouverneur qui est là. D'ailleurs, il y a un problème entre ce qui est... Le gouverneur, lui, il détient pratiquement le pouvoir central. Le président du conseil régional, il vient, il est isolé. Parce qu'il n'y a pas eu ça. Jusqu'à présent, c'est l'État qui paye les salaires des uns et des autres. Quand l'État n'envoie pas au maire, il ne peut même pas payer les enseignants, etc. Même les fonds de l'université qu'on met, c'est que c'est géré par l'État central. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a un problème. Et si vous voyez aujourd'hui, on demande, c'est-à-dire ce fédéralisme ou autre chose, c'est parce que nous, aujourd'hui, nous voulons, en tout cas, la gestion, peut-être même politique de nos territoires, que cette gestion soit beaucoup plus proche des populations. Et parce que l'État central n'arrive pas. C'est que s'il y a le nord, mais il y a même le sud, vous partez par exemple à une région comme Caille, les sièges comme les tri, tout est géré par les populations elles-mêmes. L'État n'existe qu'à Bamako. Ça, on a l'habitude de dire ça aux gens, mais ils ne comprennent pas quand ils sortent de Bamako. Tout. Même moi, aujourd'hui, j'ai besoin d'un papier, il faut que je vienne à Bamako. C'est ça. Moi, je crois que même l'État a compris ça. C'est pour cela qu'ils sont en train... imaginez-vous, pourquoi dire qu'on va créer d'autres régions? Parce que l'État même a vu les faiblesses. C'est pour cela qu'on a divisé. Le Mali était à 8 régions. Aujourd'hui, on est à 20. Logiquement. Parce que l'État est limité par rapport à ça. Mais même s'il crée encore 10 autres régions, le problème, ce n'est pas à ce niveau. Le problème, c'est par rapport les textes votés par le Mali, par rapport aux collectivités, de donner le pouvoir au conseil CERC, de donner le pouvoir aux conseils régionaux, de donner le pouvoir aux mairies. Et là, je suis sûr et certain que beaucoup de problèmes vont être résolus par rapport à ça. On va poser le dernier sujet qui est notamment la question des partenaires internationaux. Dans cette situation, il y a, voilà, vous avez parlé de Wagner, Mahmoud, il y a la force Barkhane. Aujourd'hui, la force Barkhane se désengage de plus en plus, se transforme. On négocie avec les groupes armés terroristes. Il peut y arriver qu'il y ait des reculs, qu'il y ait des échecs. Ces négociations-là. Est-ce que vous pensez qu'il faut s'attendre à toutes ces éventualités-là? Merci. Vous savez, par rapport à ces sujets-là, moi j'étais très étonné quand j'ai vu, c'est-à-dire le propos du Premier ministre lors de l'Assemblée des Nations Unies. C'est-à-dire, si vous partez défendre une nation, c'est-à-dire même si vous avez très chaud au cœur, essayez au moins de mettre, c'est-à-dire un peu d'apaisement dans vos mots. C'est très important. Vous savez, le Mali a besoin de l'ensemble aujourd'hui. Le Mali a besoin de l'ensemble de ses fils et de ses filles. Le Malien a besoin de l'ensemble de ses amis. C'est-à-dire on ne peut pas écarter un ami et le traiter comme un ennemi et amener un autre, le traiter comme ami. Vous savez, les gens réfléchissent aujourd'hui. Nous ne sommes plus dans ce vieux temps-là, où vraiment tu as confiance aujourd'hui, demain tu n'as pas confiance. Aujourd'hui, le monde est devenu une assiette. Oh, tout le monde mange de la même assiette aujourd'hui. La Russie aujourd'hui, si elle nous voit maintenant, aujourd'hui, l'approcher et puis écarter la France, mais en toute franchise, qu'on se dise la vérité, en toute franchise, c'est lui qui a trahi mon ami, mais trahirait un jour. En toute franchise. Donc, il faudrait que l'État, dans ces démarches, surtout politiques, que quand on essaie vraiment d'être diplomate, de l'être vraiment d'une façon vraiment très pragmatique en fait. N'essayons pas, c'est-à-dire de juger, c'est-à-dire sur le fait, c'est-à-dire même si la personne n'a pas joué à un moment donné son rôle, laissez-lui la chance au moins, et puis utiliser des mots vraiment
qui peuvent vraiment ne pas le blesser automatiquement, mais qui peuvent lui montrer réellement ses erreurs. Merci. Merci beaucoup Mahmoud. Alors Massir Diop, est-ce qu'il faut pas, qu'est-ce qu'il faut faire si jamais ces négociations échouent, par exemple? Parce que je pense qu'il faut aussi poser cette question-là. Elles peuvent échouer. Oui, bon, vous savez, on a une chance aujourd'hui. On a une chance, et ce qui n'était pas le cas en 2012, ou bien dans les années où le terrorisme battait son plein dans certains pays voisins. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, la voix du Mali est entendue beaucoup plus. Aujourd'hui, toute la communauté internationale est présente ici. Ce qui n'était pas le cas, par exemple, en 2012, lorsque certains pays de la région se battaient contre le terrorisme et que le Mali était pratiquement oublié. Alors que le Mali avait une vision beaucoup plus englobante de cette question de lutte contre le terrorisme. Mais ça n'avait pas été pris en compte parce que chacun avait son agenda. À l'époque de Amadou Toumani Touré, par exemple. Oui, pour ne pas le citer, feu Amadou Toumani Touré. Il avait une vision beaucoup plus englobante, mais les pays voulaient d'abord chacun faire son combat chez lui avant de pouvoir aller à cet effort. Mais aujourd'hui, on a la chance que le Mali n'est pas seul. Et je pense qu'il faudrait en profiter au grand maximum. Parce que l'attention là, dont le Mali a aujourd'hui, ça peut se détourner ailleurs, hein, parce que les priorités sont ailleurs aussi. Mais cette chance devrait être une opportunité et nous devrons la saisir comme il faut. Plutôt que de chercher à créer un bras de fer avec un partenaire ou parce que, comme il l'a dit, hein, tout le monde mange dans la même assiette. Les différentes résolutions qui sont votées au Conseil de sécurité aux Nations Unies, mais ça passe d'un coup, alors que la Russie et les autres ont des droits de veto, ils peuvent s'opposer. Mais quand il s'agit du Mali, ça passe comme une lettre à la poste. Ça déjà, ça devrait dire aux gens que, attention, même la MINUSMA que vous voyez, il y a des Russes qui sont aussi impliqués, mais regardez même les avions Antonov qui volent souvent pour amener les délégations et autres. Même Barkhane, vous avez des coopérants russes qui travaillent aussi avec la force française. Donc ils sont tous ensemble. N'essayons pas de nous dire que nous sommes le centre du monde et nous pouvons nous-mêmes guider qui sera nos amis et qui sera nos ennemis et ainsi de suite. Et c'est nous qui tirons les ficelles. On ne tire aucune ficelle. Soyons réalistes. Disons-nous que c'est une chance que nous avons aujourd'hui et saisissons-la pour parfaire les erreurs, pour faire en sorte que les erreurs du passé ne reviennent plus, qu'on ait un État véritablement debout avec tous ses fils. Faire face malgré les échecs qu'on peut avoir. Bien sûr, les échecs pour moi, c'est juste des leçons à tirer. Ok, merci bien. Hajignan, rapidement, par rapport à cette éventualité que les négociations échouent et que les partenaires internationaux aussi sont en train de le partenaire international qui est la France se désengage, se transforme. Est-ce que, voilà, quel est le lien, le rapport que vous pouvez faire rapidement? Oui, j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt mon frère Mahmoud et puis Massiré. Mais moi j'ai une autre vision. Et puis moi je pense que quand tout à l'heure mon frère me disait c'est les amis, je crois que même la France n'a pas d'amis. C'est qu'il n'y a pas d'amitié dans cette histoire-là. C'est que nous avons des intérêts. Il n'y a pas de pays amis. Il y a des pays avec des intérêts. Maintenant, il faut qu'on se dise aussi la vérité. Massiré vient de dire tout à l'heure, c'est-à-dire, il y a un problème par rapport à cette histoire. Ça fait 8 ans, nous sommes avec un partenaire. 8 ans d'analyse, c'est 8 ans d'essai, c'est que 8 ans, ça n'évolue pas. De 2012 à aujourd'hui, si la situation sécuritaire ne s'est pas aggravée, il n'y a pas eu de réponse. Mais maintenant, moi, je ne vois pas de mal si aujourd'hui nous voulons aussi chercher d'autres partenaires. Ce n'est pas aller à l'encontre de vos propos, mais il est temps aussi. Nous avons fait des analyses et nous savons que ça n'a pas évolué. Et tous les gouvernements qui se sont succédés, c'était avec la même politique. Personne n'osait aussi dire certaines choses. Si vous avez vu que ça fait beaucoup de bruit, c'est parce que maintenant, les autorités, c'est parce que maintenant, on arrive à lever un peu le ton. C'est vrai, il y a la diplomatie. Mais dans cette diplomatie, il est temps aussi que, même si les gens nous viennent en aide,
mais on ne part pas pour commander. S'il faut hausser le ton pour changer, moi je n'ai pas dit de sasser Barkhane ou d'autres partenaires, mais aujourd'hui, c'est de dire que ça ne va pas. Et on sait que ça ne va pas, ça fait 8 ans. Mon chef me disait tout à l'heure, oui, c'est des essais que ça fait pas. Effectivement, c'est parce qu'on a su que c'est des essais, on a su qu'on travaille avec un partenaire, c'est pas un ami, mais c'est un partenaire. La France a des intérêts. Ici, c'est comme nous aussi, nous avons des intérêts là-bas, parce que 90% de la diaspora, elle est là-bas. Mais maintenant, moi, je pense que aujourd'hui, le fait de dire ça, ça va changer beaucoup de choses à ce niveau. Okay. Je crois qu'il est temps que nous, notre diplomatie également, que nous haussons un peu le ton pour voir clair aussi. Ok, merci Rabé. Je donne un temps de dernier tour de table d'une minute. Bon, moi quand même, sincèrement parlant, est-ce que vous savez, j'ai plus confiance aux forces nationales. Toutes les autres forces là, ça ne peut venir qu'en appoint, mais ce n'est jamais une finalité, parce que la finalité c'est nous-mêmes. Changer de partenaire comme si on changeait. Non, non, non. Écoutez, la diplomatie, ça va au-delà de ça. Les États n'ont que des intérêts, pratiquement tous. Et nous ne pouvons pas dire que nous avons des intérêts plus gros que eux. Ça, c'est impossible. Mais nous pouvons tirer beaucoup plus profit qu'eux n'en tirent sur nous. Ok. Voilà. Rapidement, Mahmoud. Et en même temps, également, faire comprendre également que, c'est-à-dire moi, quand on me parle de 8 ans d'existence et que jusqu'à présent, vraiment, il n'y a pas de changement, moi, je crois que quand l'État est souverain, là, on ne peut pas jeter, c'est-à-dire la faute sur Barkhane ou sur l'État français ou sur une autre nation. Ça, c'est notre politique à nous. C'est nous qui avons voulu que ça soit ainsi. C'est nous qui avons souhaité à ce que ces partenaires-là travaillent avec nous comme ça. Ce partenaire ne nous a jamais empêché de travailler avec les autres nations, qu'on se dise la vérité. Maintenant, par rapport à la solution qu'il faudrait mettre aujourd'hui en place, c'est que l'État doit réellement savoir que il a besoin de tout le monde autour de lui. Voilà. Merci beaucoup. C'est ce qui me fait donc à ces débats qui étaient très très riches, très très intéressants. Donc nous avons reçu sur ce plateau Massiré Diop. Massiré Diop, il est journaliste. Merci beaucoup Massiré d'avoir accepté notre invitation. Merci. Nous avons également sur ce plateau Mahmoud, El Hajignan, excusez-moi. El Hajignan est le directeur de KITV. Merci beaucoup El Hajignan. Merci. Voilà. Nous avons ensuite reçu sur ce plateau Mahmoud Ould Abdraman, qui est le vice-président du collectif des jeunes arabes pour le développement du Mali. Je préfère journaliste au quotidien L'Indépendant. Ou journaliste au quotidien L'Indépendant. Voilà, j'ai plus de précision. Ouais. Donc, Massiré Diop est journaliste au quotidien L'Indépendant. Merci. Donc, c'est ce qui me fait à ce débat qui a porté essentiellement sur les négociations avec les groupes armés terroristes.